Je tiens à préciser que je me considère comme un amoureux. La feuille que je viens de déposer sur le lutrin pour mes notes, pour être certain de rien oublier, ça vient de la même rame de papier que j'utilise pour écrire des lettres d'amour à ma blonde. Ça me semblait le meilleur choix possible à faire. Bon, évidemment, je suis d'accord avec vous, vous êtes d'accord avec moi. C'est juste qu'on ne sait pas de quoi exactement encore. Vous êtes d'accord avec moi et je suis d'accord avec vous, et avec Félix Leclerc qui dit « Pour nos enfants, nous sommes tous du folklore. » On est tous plus grands que nature, on est tous difficiles à décoder, on est tous un peu mythologiques. Vous savez, ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu de l'éducation. J'ai commencé comme prof d'histoire. C'est un métier que j'ai adoré, puis après une vingtaine d'années, ça m'arrive de rencontrer des anciens élèves qui m'ont retracé sur Facebook ou rencontrer des élèves qui sont devenus à leur tour enseignants au primaire, au secondaire, au préscolaire. À chaque fois que je rencontre un collègue qui est un ancien élève, ça me rappelle toujours mon ancien prof d'histoire, M. Bouchard, en 4e secondaire. Ce monsieur-là, j'ai compris un jour à quel point il aimait travailler avec nous bercer de son humour, nous demander toujours de devenir meilleurs avec ce que nous pensons et ce que nous sommes. Quand j'ai compris le plaisir vif qu'éprouvait cet homme-là, j'ai décidé de faire le même métier que lui. Je suis devenu à mon tour prof d'histoire. Aujourd'hui, je suis conseiller pédagogique en intégration des technologies. Puis quand je croise justement mes anciens élèves, je constate qu'ils ont la jeune trentaine. Ça implique qu'il y a une vieille trentaine, peut-être. En tout cas, ce qui me consolerait, c'est qu'il y a une jeune quarantaine. Si vous êtes d'accord avec moi, ça prend ça, une jeune quarantaine. Moi, ça ferait mon affaire. Donc, je rencontre souvent mes anciens élèves, puis je me demande toujours, est-ce que j'ai été en mesure de faire comme M. Bouchard? Est-ce que j'ai été en mesure de rayonner suffisamment pour pouvoir donner le goût à d'autres jeunes de rayonner à leur tour auprès d'élèves? Mais peut-être. J'ai peut-être été assez rayonnant. Cette douce incertitude me tient au chaud quand le doute se fait poudrerie et que je sens mes pas se perdre. Le doute. Un doute profond s'est créé en moi en quelques minutes à peine. Il y a presque 1 an, jour pour jour. Il y avait une tempête de neige. Je marchais le long d'un boulevard pour aller dans une de mes écoles planifier une formation avec un directeur d'école. Avec toute la neige qui tombait de manière obstinée, on entendait que les éclats de voix des élèves étaient simplement arrondis par toute cette présence-là qui était partout autour de nous. Les enfants faisaient gentiment la file sur le trottoir pendant que l'autobus scolaire labourait son chemin dans la neige jusqu'à eux. Il y avait des parents qui levaient les pieds comme ça sur le pointe des pieds pour pouvoir voir un peu mieux à travers la clôture. J'ai jamais constaté que ça permet de mieux voir à travers une grille, de se lever. Mais on le fait tous, hein? Surveiller ça autour des... comme ça. Il n'arrive pas plus vite non plus. Il faut quand même attendre. Donc, dans la tempête, à deux pas de l'école, j'arrive pour monter. La neige me laisse entendre un « Hey, je te connais ». Je me retourne. Là, je vois un doux petit visage d'une toute jeune femme. C'était une de mes anciennes élèves. Je dis « Ah, tiens, bonjour, tu travailles dans le coin? » Elle dit « Non, je viens chercher mon fils au service de garde. » On appelle ça faire son entrée dans la vieille quarantaine. Mon ancien élève qui a maintenant son fils dans une de mes écoles. C'est troublant. Donc, le doute. Le doute n'est pas encore là à ce moment-là de l'histoire. Je lui demande, bon, les questions habituelles, qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu t'amuses? Elle me dit, bien, tu sais, il y a une douzaine d'années, quand tu m'as enseigné, c'était en cheminement particulier. Les cheminements particuliers, bon, c'est des jeunes qui ont certaines difficultés à l'école. Elle dit, maintenant, je suis inscrite au cégep. Puis je suis en train de préparer mon entrée à l'université à l'automne.
J'étais très fier d'elle. Je lui ai communiqué le plus adroitement que je pouvais. On n'est jamais très adroit dans des situations comme ça. Et puis, elle a dit, tu sais, je suis capable de faire ça parce que j'ai appris quelque chose de très important l'an dernier. En tant qu'ancien prof, j'imagine un déblocage sur les règles de 3 ou sur les participes passés conjugués avec avoir. Mais non. Elle m'a dit, j'ai appris que je n'étais pas idiote. Le doute. Est-ce que j'ai traité cet élève-là d'idiote une fois dans ma vie? Je fouille ma mémoire de manière frénétique. Le visage a dû me tomber en mille miettes parce que la bonne âme qu'elle était, elle a dit « Non, 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 pas toi, pas toi, pas toi. » J'étais tanné de pleurer devant mes examens. J'étais tanné de pleurer devant mes devoirs. J'étais tanné de me sentir idiote. J'ai été passer des tests. Ça m'a coûté cher. J'ai fait de l'overtime pour me payer ces tests-là. Puis là, je le sais. Je ne suis pas idiote, je suis dyslexique. À répéter 2 fois après, je ne suis pas idiote. J'en conviens, elle n'est pas idiote. Elle dit, j'ai été me chercher un ordinateur, j'ai été mettre des logiciels spéciaux dedans, puis là, au cégep, là, je suis une lionne. Mais devant moi, dans une tempête de doute, j'avais devant moi une femme qui savait où elle allait et pourquoi. Son destin, c'était elle. C'est une expérience qui m'a profondément marqué, qui m'a profondément troublé. Tout de suite en rentrant à la maison, je ne pouvais pas faire autre chose que d'essayer d'en parler à ma compagne, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, comment est-ce qu'on fait pour passer 180 jours par année pour se lever et fréquenter un établissement dans lequel on se sent idiot. Quelle force prodigieuse ça prend pour faire ça. Ici, là, je suis persuadé que si je fais un test minutieux, il n'y a personne ici qui a l'intention de faire en sorte qu'un enfant, qu'un adolescent ou qu'un adulte en formation se sente idiot. Levez la main, il faut qu'on vous parle. Personne ne lève la main. Vous voyez, j'étais persuadé. Personne ne cherchait ça. Mais ça m'amène à me demander qu'est-ce que j'aurais pu faire comme prof pour essayer de prévenir une situation comme ça. Puis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme conseiller pédagogique pour prévenir une telle situation? Bien, j'ai des fragments de réponses. J'ai des petites boules de neige de réponses. Puis je souhaite faire appel à vous pour que ça fasse une plus grosse boule de neige puis qu'on puisse essayer d'amener ça encore plus loin. Voici ce que je vous partage, puis je vais raconter des histoires. C'est plus facile pour moi de raconter des histoires. Je travaillais il n'y a pas trop longtemps avec toute une équipe. Puis c'était franchement intéressant ce dont on discutait pour savoir comment on fait pour soutenir des jeunes en classe qui ont certaines difficultés. Puis inévitablement, bien, vous êtes dans le milieu éducatif, hein, où on a fini par classer les élèves en 2 clans. Les forts et les... Oui, vous l'avez murmuré, c'est super de ne pas le scander. Faible! C'est bien de dire faible. Oui, effectivement. On les a inévitablement classés comme ça. C'est sûr. On va le dire, c'est entre nous, là. C'est plus rapide de dire ça comme ça. C'est peut-être plus efficace. Moi, ça m'a piqué, ça m'a fâché, ça m'a rendu hors de moi. J'ai demandé avec humeur, est-ce qu'on peut les nommer autrement que fort ou faible? Il y a quelqu'un qui, très scientifique, m'a dit, bien, c'est probablement quelqu'un qui ne répond pas aux attentes fixées. On m'a spécifié par contrat que je ne devais jamais déchirer ma chemise à l'école. J'ai signé, j'y suis tenu. Ça m'aurait tenté, ça m'aurait fait du bien, ça aurait été éloquent, ça se serait même conjugué à plein de beau temps. Il eût été nécessaire que je déchirasse ma chemise avec conviction face à mon ire irrépressible. Il me semble que ça aurait été beau. Mais non, je n'ai pas fait ça. Non, à la place, j'ai décidé de me calmer. Oui, j'ai pensé avec plutôt beaucoup d'affection à Garage Asselin, mécanique générale. Faites ça. Si jamais vous sentez la colère monter, Garage Asselin, mécanique générale.
Oh, ça va mieux. Ben, il faut que je rajoute d'autres détails parce que garage à ce n'est pas suffisant. Vous savez, si votre vue baisse, vous n'allez pas appeler le gynécologue. Si votre auto, les freins commencent à faire défaut, vous n'allez pas appeler le pâtissier. Si votre toit coule, vous n'allez pas appeler le vétérinaire. Bon, ces exemples-là sont peut-être illogiques, sont peut-être farfelus, mais ils ont quand même un certain potentiel d'entertainment. Hein? Mais pensez-y, quand je vais porter justement mon auto chez Garage Asselin Mécanique Générale parce que les freins ne fonctionnent pas suffisamment pour que je puisse ne pas rentrer dans l'autobus qui est devant moi. Je laisse mon auto le matin, le monsieur me rappelle au garage. Jamais il ne m'a dit « Ton char est faible, man. » Jamais. Il va me dire « Mais il y a un problème avec les freins, ou c'est la ligne d'alimentation, ou les plaquettes sont usées. » Il va utiliser un vocabulaire relativement précis, sans trop de rentrer dans les détails, parce qu'il sait que, pour moi, je ne saisis pas toute la complexité qui est son métier. Le monsieur qui descend patiemment de mon toit pour aller voir son état, il ne me dit pas, rendu par terre, « Ton toit est faible. » Il n'y a personne qui dit ça. Il faut qu'on ait un vocabulaire plus précis. Ça, c'est ce que je vous propose de semer et de cultiver dès maintenant. Un vocabulaire plus précis. Qu'est-ce qu'ils ont, nos petits pits? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut les aider à utiliser leur tête pour pouvoir quitter le clan des faibles pour migrer vers le clan des forts? Il y a des choses qu'ils peuvent faire avec leur tête. Moi, je veux qu'on puisse le dire. Je veux qu'on puisse se faire une liste. Je veux qu'on puisse se faire une application mobile. Je veux qu'on puisse se faire un bon vieux cartable avec des feuilles lignées 3 trous dedans, puis qu'on ait une liste simple à comprendre. Je veux pas que vous et moi, on se transforme ou qu'on s'improvise en orthopédagogue, en ergothérapeute ou en orthophoniste. C'est pas ça que je veux. Je veux juste qu'on ait un vocabulaire plus précis. Qu'on puisse nommer une difficulté, parce qu'une difficulté qu'on arrive à nommer, c'est une difficulté sur laquelle on peut agir. Peut-être pas agir tout le jour avec compétence, mais au moins on peut agir sur ça. Je triche. Bien, la liste, il faut qu'on fasse attention. Si on dit il faut que tu sois plus attentif, c'est quoi être plus attentif? Ça se manifeste comment? Comment est-ce que des petits bonhommes, des petites bonnes femmes ou même des adultes peuvent dire « OK, en ce moment, là, je suis attentif. » Est-ce que vous êtes capable de le nommer? Probablement. Mais il y a une quantité phénoménale d'élèves qui ne sont pas capables de le nommer. L'autre élément auquel il faut faire attention, si on l'a fait, cette fameuse liste-là ou cette application mobile-là, se forcer plus. Ça implique un muscle qui est absent de la boîte crânienne de tout le règne animal. Ça n'existe pas, se forcer plus. Puis être en silence, faire moins de bruit, l'absence de bruit ne fait pas apprendre mieux ou plus vite. On a des élèves faibles, on a des élèves forts, c'est correct, j'en conviens. Mais on se base sur un bulletin ou sur des notes dans un examen pour pouvoir faire ça. Pour moi, ça revient à regarder le thermomètre par la fenêtre de la cuisine, constater qu'il fait 36 degrés Celsius dehors, et je vais quand même faire mon igloo. Mes blocs sont faibles. Ça ne marche pas faire mon igloo. Oui, effectivement, ça ne marche pas faire un bloc, faire un igloo avec des blocs de glace en pleine canicule. Maintenant, vous savez, vous devez le constater, je suis fâché contre l'école. Pourtant, j'y travaille depuis 20 ans. Je pourrais considérer que c'est ma maîtresse. Il y a plein de jeux de mots qu'on peut faire avec ça, hein, maîtresse. Ça fait 20 ans que j'y évolue, ça fait 20 ans que je trouve ça important de travailler là. Vous et moi, on a raison de travailler là où on travaille. On ne va rien détruire. C'est pour ça que j'insistais dans ma présentation, de dire que moi, je ne travaille pas. Vous ne travaillez pas. Nous œuvrons à quelque chose qui est plus grand que nous. Ça me semble important qu'on le dise, ça.
Ça surprend toujours. Ça paraît bien en visite. Moi, je ne travaille pas. Mais vous savez, ma maîtresse, l'école, si je l'avais devant moi, puis que je pouvais lui dire, tu sais, dans ton ventre, tu as tout ce que nous allons être demain. Tu es belle, tu es importante, tu es nécessaire. Tu sauves des enfants, tu fais fleurir des adolescents, tu consolides des adultes. Il y a des choses que tu fais qui me font de la peine. Mais tu sais, c'est tellement important ce que tu fais, puis j'aime tellement ce qu'il y a dans ton ventre en ce moment, que j'ai le goût, tenant le monde en main, devant nos enfants, de te dire que, bien, je vais continuer à t'aimer. Je vais continuer de travailler à l'école. Je vais continuer de trouver tes défauts. Je vais continuer de te trouver belle. Parce que je t'aime, puis tu vas faire la différence pour des siècles à venir. Je voulais faire une blague avec les bas, mais j'ai oublié de vous placer l'affaire des bas au départ. Écoutez, ça sera pour une prochaine fois. Parce que les bas humides qui deviennent chauds, c'était beau, puis à la fin, ça mettait quelque chose de léger. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.